Déjà sorti du puits, mon ange et ma douceur? Le puits, oh n'en parlons plus, c'est fini. Et la vérité aussi. Déjà. Oui, la clientèle devenait trop difficile. Vous comprenez la vérité seulement jusqu'aux épaules. Ils étaient disciples. Bien sûr, ces braves gens désiraient davantage. Rien que la vérité, toute la vérité, comme je les comprends, le costume de rue de l'Érable. Peut-être, mais c'est toujours le même. Quelle modestie et quelle pudeur. Oh, ce n'est pas ça. Mais ils sont vraiment trop laids. Ah, c'est vrai qu'ils sont trop laids. Comme j'aimerais en supprimer le plus possible. Toujours cruel, Pierre-François? Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François? Non, mon ange. Voyez aucune trace de sang. Seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, Garand, je prépare quelque chose d'extraordinaire. Une vie, une œuvre, Pierre-François Lassner. Cher public, ta curiosité a été excitée ainsi au point par mes dernières étourderies. Tu t'es mis avec tant d'ardeur à la piste de la moindre circonstance qui présenta quelque rapport avec moi, qu'il y aurait maintenant plus que de l'ingratitude de ma part à ne pas te satisfaire. Et puis, que gagnerais-je à garder le silence? Il n'en faudrait pas moins que je serve de pâture à ton avidité. Je vois d'ici une nuée de phrénologues, crânologues, physiologistes, anatomistes, que sais-je. Tous oiseaux de proie vivants de cadavres, se ruer sur le mien sans lui laisser le temps de se refroidir. D'ailleurs, à quoi bon tant de peines et de travaux, puisque je vais moi-même, honnête public, te présenter mon squelette au risque de faire encore une fois frémir quelques âmes trop sensibles. Mais que dis-je? Ne serais-je déjà plus de ce monde? Ma foi, cher public, je ne saurais trop que te répondre. Ta question est très embarrassante. Il est certain que je ne suis pas mort au moment où je t'écris. J'avoue même que j'en serais vivement contrarié pour toi qui y perdrais beaucoup, car j'ai encore bien des choses à t'apprendre. Mais il y a à parier qu'au moment où tu liras cette honnête préface, je serai mort. Je n'ose pas dire enterré, car je ne suis pas certain d'avoir cet honneur. Poète, assassin, élégant, beau parleur, instruit, cynique, Lassner est devenu célèbre en 3 mois, du jour de son incarcération en novembre 1835 au jour de son exécution en janvier 1836. Dandy du crime, surnommé le fiancé de la guillotine par Edmond Locard, Lassner s'est expliqué dans ses mémoires ce très étonnant texte littéraire écrit en prison durant les semaines qui ont précédé sa mort et récemment réédité chez Corti sous la direction de Jacques Simonelli. Quelle image aviez-vous de lui quand vous avez commencé à connaître Lassner? C'était évidemment l'image, je crois que tout le monde, dans un premier temps, s'il reçoit par exemple les impressions d'une lecture comme celle de Breton ou s'il voit le film de Carnet et Prévert, l'image que tout le monde peut se former, Les Enfants du Paradis, oui. Donc l'image que tout le monde peut se former, c'est-à-dire celle du rebelle romantique, et qui incarne de ce point de vue d'ailleurs tout à fait bien le criminel romantique en rébellion contre la société. C'est la génération qui est celle du deuxième courant romantique en France. C'est la génération qui va donner le mouvement, par exemple, des Jeunes France, avec les Borel, les Nerval, les Gautier, tout au moins quant au temps de leur camaraderie de jeunesse. Ça, c'est peut-être une appartenance importante. Et d'autre part, sa naissance a lieu dans un milieu qui est porteur malgré tout de ce romantisme naissant déjà dans la capitale. À Lyon, en même temps que lui, au collège de Lyon, lorsqu'il doit avoir à peu près 13 ou 14 ans, il y a Edgar Quinet, il y a Jules Janin, le fameux critique de l'époque romantique, qui d'ailleurs
sera un des détracteurs les plus acharnés de son ancien camarade de collège lorsque le procès de Lassner aura lieu, et lorsqu'on publiera d'abord ses entretiens puis ses mémoires. Il y a un futur grand médecin qui est Trousseau. Donc c'est un milieu qui est porteur d'aspirations intellectuelles et d'aspirations qui vont dans le sens de la nouvelle génération. C'est pas un milieu provincial clos fermé, ce qu'il peut rencontrer au collège, comme l'est le milieu de ses parents. Malheureusement, d'année au collège de Lyon, il n'en passe qu'une. Le reste de son temps de scolarité, c'était le milieu confiné des petits séminaires. C'était une éducation toute sous la férule des prêtres et qui était choisie par le cléricalisme forcené de son père. Son père qui était un homme qui voyait dans la révolution qui avait eu lieu en 89, qui à Lyon s'était terriblement aggravée pendant la période de répression de la terreur, son père voyait dans cette révolution la ruine de tous les principes qui, lui, l'avaient mené à une certaine ascension sociale. Et il y voyait d'ailleurs, non sans raison, puisque les événements l'ont finalement un petit peu prouvé, il y voyait l'amorce de peut-être sa décadence. Ce qui fait un éloge complet de ma mère, c'est que je ne me souviens pas de l'avoir entendu médire d'une personne de son sexe. Excepté moi, je ne pense pas que quelqu'un ait jamais eu à se plaindre d'elle. Pourquoi faut-il que je sois forcé de lui imputer une partie de mes malheurs et de mes défauts nés de son injustice à mon égard? Pourquoi faut-il que ce soit moi qui vienne l'accuser, moi qui l'ai tant aimée depuis, et qui aurais 1000 fois donné ma vie pour elle et sacrifié mon bonheur au sien? Mais je me suis engagé à dire toute la vérité. Et comment pourrais-je me faire juger si, par des considérations qui paraîtront de convenance à quelques personnes, je dissimulais certaines circonstances qui ont eu tant d'influence sur mon avenir? Il est rejeté, pour ainsi dire, dès sa venue au monde par une mère qui n'a absolument pas d'affection pour lui, qui le confie aux soins d'une nourrice, qui le tient éloigné du foyer familial autant que faire se peut. Le père est un homme irascible, intransigeant, qui a les yeux rivés sur ses affaires, des affaires qui d'ailleurs vont de plus en plus mal et vont précipiter la déchéance sociale de la famille. Dans le milieu de ses frères et sœurs, il y a des affections solides chez 2 de ses sœurs, et au moment de son adolescence ou de la fin de son adolescence, la maladie les emporte l'une après l'autre. Donc Pierre-François, qui est élevé dans cette ambiance, est placé peut-être vers 10 ans, 11 ans dans des établissements religieux, et lui, non seulement il ne conçoit de tout cela aucune dévotion, mais au contraire, il devient rapidement indifférent en matière de religion, et même très probablement de conviction plutôt athée. Pierre-François a un frère en particulier que ses parents préfèrent à lui. Alors son frère aîné est effectivement préféré des parents, reçoit toutes les faveurs du père, qui en fera d'ailleurs son second dans ses affaires. Pourquoi? Une des raisons qui semble évidente, c'est que le couple est resté longtemps sans avoir d'enfant, 5 ou 6 ans je crois. Et lorsque ce fils est venu, les mémoires de Lassner le disent très bien, il est accueilli comme une sorte de don du ciel, comme la réponse à un vœu depuis longtemps formulé. Ensuite, il y a encore 2 enfants qui naissent, qui sont reçus sans doute avec moins d'affection, ou peut-être même déjà avec indifférence. L'un de ces 2 enfants meurt en bas âge, ce qui là était relativement fréquent bien sûr à l'époque, et le 4e enfant est Pierre-François lui-même. Après lui, donc, naissent encore 9 enfants dans cette famille, sur lesquels 2 mourront à l'âge de l'adolescence, et donc 5 n'ont pas vécu. C'est une famille qui a une espèce de caractère un petit peu mortifère quand même dans son fonctionnement, dans l'atmosphère dans laquelle elle vit. Mais Lassner en revient toujours à son frère, parce que c'est vrai que dans la démarche pour expliquer la raison pour laquelle il écrit ses mémoires, c'est de se faire comprendre à son public, puisqu'il écrit ses mémoires après son procès, et que la presse s'est emparée de lui, et la presse a commencé de faire de Lassner une sorte de personnage légendaire, et donc Pierre-François décide d'écrire pour rétablir
la vérité en quelque sorte, et pour s'expliquer auprès de son public. Et il en revient toujours à son frère. Oui. J'avais vu, dès mon entrée à la maison, mes parents établir une odieuse distinction entre mon frère et moi. Distinction qui exista plus tard également entre mes deux sœurs, Julie et Louise, et qui était aussi révoltante. Non seulement mon père et ma mère avaient une injuste préférence pour mon frère, mais encore il fallait à la maison que tous ceux qui la fréquentaient s'y conformassent sous peine de perdre les bonnes grâces de ma famille. Un étranger qui y serait venu pour la première fois, et, frappé de me voir espiègle et éveillé, m'eût accordé quelques caresses sans faire attention à mon frère, eût déplu du premier coup et n'aurait jamais été invité à y revenir. Quelque enfant que je fusse, j'avais trop d'intelligence pour ne pas m'en apercevoir. D'ailleurs, on ne prenait pas la peine de se cacher, et il y avait dans cette conduite une impudeur de préférence qui a choqué beaucoup de personnes. Dans les premiers temps, j'avais été très sensible, mais enfin, après en avoir été révolté, je me mis à réfléchir que je serais bien dupe de me rendre malheureux moi-même s'il n'y avait rien de ma faute. Lacenaire dit dans une de ses deux préfaces qu'il avait écrit une première version de ses mémoires, étant à la prison de la Force, donc avant son procès, qu'il avait détruit cette première version pour des raisons qu'il ne révèle pas, et qu'il va donc réécrire, évidemment avec la hâte que la situation suppose, à nouveau le texte de ses mémoires. Et il ajoute que c'est une sorte de négligence de style qui leur servira de cachet. En fait, ce n'est pas une négligence de style du tout. Le style de Lacenaire, ça avait déjà été remarqué dans les années 1836-37. Le style de Lacenaire est extrêmement brillant, tout au moins dans les meilleurs passages du texte. Et pour nous, il semble qu'il est d'une lecture qui est la même que celle que l'on ferait du texte d'un de nos contemporains, à mon avis. Mais il s'est exprimé par des faits dont il estimait qu'ils portaient sens, et c'est à partir du sens porté par ces faits qu'il s'est confié à l'écriture pour donner ce qui était pour lui probablement les clés ultimes de sa personnalité, de son défi et de son action. Vous voulez dire qu'il a d'abord tué, puis écrit? C'est terrible à dire. Quand on parle effectivement d'une expression qui est d'abord passée dans l'ordre des faits, c'est une expression qui a eu cette forme terrible, qui est l'assassinat, et qui a eu cette forme peut-être parce que, pour Lacenaire, toutes les autres voies d'expression, de compréhension étaient refusées. Et là, ça amène à l'autre vision que l'on prend de lui dès qu'on commence à l'aborder un peu, c'est que ça a été vraiment l'homme à qui, successivement, ont été dérobés les diverses possibilités de bonheur, les diverses possibilités d'insertion, de reconnaissance, qui pouvaient de temps en temps pourtant s'offrir à lui, et par une espèce de malignité du sort, des événements. C'est pas tout à fait exact sans doute ce que je dis là, mais disons que c'est la première idée que l'on s'en forme quand on suit sa carrière. Vous parlez d'une carrière? C'est conçu comme une carrière de sa part, puisqu'il y a un projet, qui est un projet qu'il date très précisément, du 10 mai, je crois, 1829. Il explique qu'il est là, abandonné de tous. Sa famille, à la suite de la banqueroute de son père, vient de passer en Belgique, sans lui laisser aucun moyen d'existence, ni sans lui faire aucun signe de vie. Il est sans argent, sans travail, et il décide de frapper l'édifice social. Et au bout d'une longue réflexion, au bout d'une espèce de cheminement en lui d'un projet de vengeance, et donc oui, on peut parler d'une carrière. Cette carrière, il entame délibérément par un vol, le vol d'un cabriolet, qui est un vol qui est fait pour être arrêté, pour être incarcéré avec des gens qui sont plus que lui rompus aux diverses activités criminelles de l'époque, et pour y recruter des complices pour son combat contre la société. Le jour où il décide de se lancer dans sa carrière, comme vous dites, criminelle, c'est le jour où il a faim. Oui. Au bout de quelques jours, je me trouvais au bout de mes pièces, sans ressources, et sans savoir de quel côté me tourner.
Je cherchais des places, des emplois de tous les côtés sans rien découvrir. J'essayais de travailler pour quelques journaux comme je l'avais fait quelques années auparavant. On avait bien reçu mes articles lorsque je n'avais exigé aucune rétribution. Il n'en fut pas de même de mes articles à payer. Voilà bien ce que j'avais prévu, me dis-je. Gare à toi. Quand tu n'auras plus rien, la société te repoussera de tous les côtés. Cela m'arrivait à la lettre. Enfin, j'en fus réduit au bout de quelques jours à être sur le point de mourir de faim. Dès ce moment, je devins voleur et assassin d'attention. Maintenant, vous qui voulez bien me connaître, écoutez-moi avec attention. Ce ne sera pas de ma faute si je ne vous mets pas à même de bien me juger. C'est ici, à proprement parler, que commence mon duel avec la société, duel quelquefois interrompu par ma propre volonté et que la nécessité m'a forcé à reprendre en dernier lieu. Je me résolus à devenir le fléau de la société, mais seul je ne pouvais rien. Il me fallait des associés, où en prendre. J'avais ignoré longtemps ce que c'était qu'un voleur de profession. Mais enfin je venais de lire les mémoires de Vidocq. Je m'étais fait une idée de ce qu'était cette classe en continuel état d'hostilité contre la société. C'est là, me dis-je, où il faut aller chercher des bras qui puissent me seconder. C'est là seulement que j'en trouverai. Mais comment faire ? J'y réfléchis longtemps. À force de réfléchir, je fus convaincu que pour en venir à mes fins et acquérir certaines connaissances qui me manquaient, il fallait absolument que je demeurasse quelque temps au milieu de tous ces gens-là. L'idée était parfaite. J'établissais ainsi une ligne de séparation éternelle entre moi et le monde. Je passais ainsi le Rubicon. Il ne s'agissait pour cela que de commettre un vol de peu d'importance qui ne put pas me faire condamner à une forte peine. J'eus bientôt trouvé mon affaire. Personnellement, je crois que ce qui a pu le conduire à devenir criminel, c'est un ensemble de facteurs qui ne peut pas être aisément élucidé. C'est précisément une des interpellations que l'œuvre de Lacenaire comporte encore pour nous. Mais c'est ce que comportera aussi bien comme interpellation toute manifestation semblable de quelqu'un qui va se livrer au crime, non pas comme à une activité pulsionnelle, non pas comme à une activité motivée uniquement par le goût du lucre par exemple, mais qui va s'y livrer d'une façon consciente, délibérée, avec la programmation d'un type d'activité qui va pour ainsi dire conduire au crime de manière de plus en plus grave et par étapes. Et cela évidemment c'est une énigme pour nous. Alors pour son cas à lui, c'est certainement sa révolte contre un ordre social qui était tout de même, il faut s'en souvenir, assez insupportable, ce qui ne veut pas dire que la situation de nos jours n'y ressemble pas beaucoup par un certain nombre de côtés quand même, mais ce début du règne de Louis-Philippe, et même la première restauration qui le précédait, c'est la chape de plomb, hein. C'est la répression dans tous les domaines, c'est quelque chose à quoi Lacenaire était extrêmement sensible, notamment, bien qu'il ne fasse pas partie d'abord de cette catégorie sociale, c'est la misère extrême de la classe des travailleurs et le malheur de la condition à la fois des habitants des faubourgs et des ouvriers de la capitale. Et il y a, pour finir, donc, ce que Fourier appelait la faim lente, cette faim qui au jour le jour s'installe peu à peu, et qui finit par pousser à une sorte de consomption l'individu qui en est la victime, et qui en est la victime parce qu'il ne trouve pas de travail, et parce qu'il ne trouve rien à manger, et parce qu'il n'a absolument rien, aucune ressource vers laquelle se tourner. Et cette situation, ce n'est pas Lacenaire qui la constate, c'est donc tous les observateurs sociaux du début du XIXe siècle. Lacenaire est sensible à ça. Il est tout à fait sensible à cela, et il dit que sa décision de lutte contre l'ordre social, il l'a prise pour représenter par une action d'éclat ceux qui, comme lui, n'ont plus leur place au banquet de la société, et cette société le choque d'autant plus qu'il y voit ce qu'il appelle des riches qui regorgent, et qui regorgent devant des malheureux qui n'ont absolument rien. Et c'est cette disparité des situations sociales
qui certainement exaspère encore plus sa vindicte personnelle. En même temps, il n'a pas choisi de tuer des riches. Non. Il semble que son projet criminel, c'était en fait un projet qui est de pair avec un projet de suicide, d'autodestruction, qui est également quelque chose qui depuis longtemps chemine en lui. Il a pensé souvent au suicide, et il a décidé de lui donner cette forme d'un suicide réalisé par la société qui n'avait pas voulu lui donner les moyens de vivre. Et en fait, par ce suicide, qui devient à cause de ses crimes et du procès et de la condamnation qui est en fait donc l'instrument de cette volonté d'autodestruction, il va d'un coup attirer l'attention sur toute cette corruption du système social et sur toute cette espèce d'impossibilité de vivre que la société du début du règne de Louis-Philippe inflige à ce qui est finalement les laissés pour compte, ce qu'il appelle donc cette classe qui n'a pas son siège au banquet. Voici quel fut mon raisonnement. L'homme indécis sur une action qu'il médite attend souvent un exemple qui l'encourage. Quelque envie qu'il ait de la faire, il ne veut pas être le premier, il attend qu'on lui ouvre le chemin. Aussi, voyez, examiner dans la société, un acte de bienfaisance succède à un acte de bienfaisance, un duel à un duel, un suicide à un suicide, un crime à un crime. L'homme est imitateur. Confrontez attentivement les registres de la police avec ceux de la cour d'assises, et vous verrez que l'assassinat n'est jamais plus fréquent que lorsqu'on vient de condamner un homme pour assassinat. 6 mois passés sans meurtre, il faut une âme forte pour en commettre un. Il montre l'exemple, on le suit. Combien qui n'attendait que cela pour se décider. En sortant de la cour d'assises, on est toujours plus disposé à commettre un crime qu'en y entrant. Il y a ce je ne sais quoi qui diminue l'horreur du crime, en voyant le criminel fait comme un autre homme. Lui que l'on s'était peint comme un monstre. Un je ne sais quoi qui fait qu'on n'y trouve plus autant de répugnance. Et si l'accusé est ferme, quel encouragement. Je serai comme lui, se dit-on. Ne suis-je pas homme comme lui? On s'habitue à cette idée, on ne la chasse plus. Et si le criminel vient à démontrer que c'est la société qui a tort avec lui, chacun se dit « Elle a tort aussi avec moi. Pourquoi la ménagerais-je plus que lui? Pourquoi craindrais-je plus que lui? Quel spectacle qu'un homme comme moi mourant sans crainte et sans remords, et je n'aurais ni l'un ni l'autre. Quel coup porté aux croyances par le retentissement. Ah, vous aurez beau me réfuter, je vous dirai comme Jean-Baptiste Rousseau, calomnier, calomnier, il en reste toujours quelque chose. Il restera toujours quelque chose de moi. Voulez-vous que je vous dise une chose, moi qui connais à fond le cœur de l'homme, à vous qui avez pensé le connaître? Jugez à huis clos, déchirez la gazette des tribunaux, croyez-moi. Si vous suivez mon conseil, je vous aurai fait plus de bien que de mal. Alain Corbin, historien. Le crime de Lassner se déroule en 1835, c'est-à-dire dans une période très particulière de l'histoire de France. Une période de grande instabilité du pouvoir, ou du moins de grande contestation du pouvoir, puisque la monarchie de juillet de Louis-Philippe n'a pas encore trouvé véritablement son assise et n'a pas réussi à définir sa légitimité très clairement. Donc Paris est très agité jusqu'en 1835, d'ailleurs l'attentat de Fieschi est contemporain, ou presque, de l'affaire Lassner. Jusqu'en 1835, le régime est instable et la révolution, en quelque sorte, continue d'une manière latente. Parallèlement, le peuple de Juillet, qui était un peuple héroïque, le peuple qui avait fait la révolution, devient peu à peu le peuple laborieux, dangereux, vicieux, les Tartares qui menacent la société. Et l'affaire Lassner se déroule au moment où l'Académie des sciences morales et politiques reconstituée lance toute une série d'enquêtes dont les textes seront très noirs, très pessimistes, le texte de Villermé par la suite. Donc il y avait un grand désir d'enquête sociale pour vaincre l'opacité sociale, ce que Victor Hugo appelle l'infini d'en bas. Donc tout cela s'accorde, si vous voulez, à
à cette période finalement assez noire, qui est aussi dominée par la peur du monstre. Il y a eu des monstres antérieurement, Fualdès, Pierre Rivière, mais la société est hantée par la figure du monstre, et les opposants font du roi Louis-Philippe Ier lui-même un monstre. Il est fils de régicide, son père a fait couler le sang de son cousin, lui-même persécute la duchesse de Berry, qui s'est révoltée en 1832 et qui est sa parente, qui est aussi sa cousine. Il y a une hérédité monstrueuse dans l'idée de l'opposition, si vous voulez. Il y a une hérédité monstrueuse chez les Orléans, la dynastie à laquelle appartient Louis-Philippe. Et donc entre Lassner, entre Louis-Philippe, entre l'époque et entre l'imaginaire social, il y a cohérence pour faire de cette année 1835 une année intense, mais noire aussi. Et c'est aussi la dernière année de ce type de trouble, puisque à la fin de l'année, toute une série de lois vont permettre un rétablissement assez musclé d'ailleurs de l'ordre. Que de personnes, depuis le jour de ma condamnation, m'ont témoigné ou fait témoigner de l'intérêt et ont demandé à me voir, et pourtant je suis un assassin. Si j'eusse été un assassin vulgaire, sans talent, sans éducation, tout ce monde-là se serait-il dérangé? Pourquoi personne n'est-il allé voir Avril? Il est peut-être moins coupable que moi, et pourtant, à part la sotte curiosité de quelques-uns, il y avait, je l'ai reconnu, un véritable intérêt en ma faveur. D'où venait-il? De ce que je vous ai expliqué plus haut. L'homme n'est sensible qu'aux peines qu'il pense pouvoir éprouver un jour, et c'est dans son semblable qu'il en trouve le tableau. Égoïsme. Égoïsme. J'ai beau faire, tu te présentes à moi sous toutes les formes. Tu as beau te travestir, je te reconnais toujours. Quant à moi, si j'avais été riche, ce n'eût jamais été l'esprit de celui qui se serait adressé à moi qui m'aurait engagé à lui tendre la main. Cette société est fascinée par le crime. Louis Chevalier l'a très bien montré dans son livre « Classe laborieuse, classe dangereuse ». Or, Lassner est certes un criminel, mais un criminel, je dirais, pas comme les autres. Et peut-être, et ça c'est l'idée de Rémy Le Morvan qui a étudié cela, peut-être paradoxalement un criminel rassurant. Parce que ce que craignent les classes dominantes, c'est, comme je l'évoquais, les classes laborieuses, dangereuses, vicieuses, pour reprendre le texte d'un des enquêteurs sociaux de l'époque, Frégier, dont c'est le titre de l'ouvrage. Or, ce Lassner qui est assassin a peu de choses en commun, tout compte fait, avec ces classes-là. C'est un petit bourgeois, finalement, d'origine, je dirais, rustique aussi. C'est un écrivain, c'est un poète, ou du moins il se prétend poète. C'est quelqu'un qui, finalement, est un piètre assassin. Les crimes de Lassner sont des crimes très mal réussis. Il s'en est pris à des gens pour lesquels on éprouve peu de sympathie, en particulier de ceux qu'on appelle des antiphysiques dans la société du temps, des homosexuels. C'est quelqu'un qui ne manifeste aucune solidarité à l'égard de ses complices. Il va même se battre, au fond, avec son complice, son principal complice, Avril. C'est quelqu'un qui fait preuve de sensibilité. Or, ce que l'on reproche, si vous voulez, à ces classes laborieuses et dangereuses, c'est justement d'être proche de l'animalité, du péché, d'évoquer la mort, etc. Donc, il s'en distingue. Vous trouvez qu'il fait preuve de sensibilité, Lassner ? Oui, parce que c'est un poète, parce qu'il s'analyse, parce qu'il se raconte. Et c'est une des raisons pour lesquelles peut s'effectuer le basculement entre le crime et la mondanité, qui est une des choses, à mon sens, les plus intéressantes à propos de l'affaire Lassner. C'est que Lassner devient d'abord un sujet de conversation mondain, mais qui suscite plus de la curiosité qu'une répulsion totale. D'où ces conférences de presse, d'où ces visites mondaines, enfin de visites de femmes du monde, d'où ces autographes, sorte de conférences qu'il donne là à partir de sa prison.
En même temps, Lassner, dans sa prison, écrit et corrige les épreuves. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas le monstre tel que pouvait l'avoir été Pierre Rivière. Dans la prison où il était enfermé, il avait un statut particulier. Rémy Lemorvan. On sentait qu'il était différent des autres. Il était complètement différent des autres criminels, parce que même s'ils parlaient leur langage, ils pouvaient très bien s'exprimer différemment. Donc, certainement, on a dû parler de ce personnage un peu particulier qui attendait son procès en assises. À partir du moment où ces hommes de lettres et hommes de science sont venus les voir, ça a fait boule de neige. Il y a eu un article qui est paru dans le Constitutionnel, journal de l'époque, qui se terminait par une citation en latin, d'après Horace, etc. Donc là, l'engouement, petit à petit, s'est réveillé dans le public. Tous les procès d'assises avaient beaucoup de succès. C'était une chose courante à l'époque. Dès qu'il y avait un procès d'assises, c'était un spectacle. Mais de voir cet homme vêtu de cette façon, avec une redingote, avec des gants, avec une pose aussi majestueuse, avant même qu'il ait parlé, a suscité l'enthousiasme. Enfin, l'enthousiasme, c'est peut-être pas le mot exact, mais l'intérêt. Et au fur et à mesure que Lassner s'est exprimé, alors là, les journaux ont publié ses déclarations, son humour, son cynisme, et Lassner a commencé à devenir populaire. Il a beaucoup parlé pendant son procès. Il a beaucoup parlé, et c'était d'autant plus remarquable qu'il parlait sans notes. Il parlait, c'était un orateur, c'était une personne qui s'exprimait d'une façon très 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 facile, et avec beaucoup de cynisme et d'humour. Il faisait rire l'Assemblée, tout le monde lui était acquis. Le président du tribunal le protégeait presque. Monsieur Lassner, pourriez-vous nous éclairer sur tel point? Il a pratiquement chargé ses deux co-accusés. Parce que, voilà, c'était une véritable tragédie, ce procès, puisque Lassner était accusé en compagnie de deux autres accusés. Avril et puis François, qui, eux, ne savaient pas s'exprimer d'une façon aussi remarquable que Lassner. Et ils l'ont fait remarquer plusieurs fois. Vous écoutez tous Lassner, vous prenez ses discours pour vérité, parce qu'il s'exprime comme vous, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il parle votre langue. Et François se rendait bien compte qu'il était floué, puisque lui, il ne pouvait pas s'exprimer dans les termes aussi choisis que Lassner. Et il faisait bien remarquer que c'est pas parce que Lassner s'exprimait bien qu'il disait la vérité. Mais malheureusement, Lassner, lors de son procès, travaillait à sa mort. Il cherchait la mort. Donc, il ne disait que de la vérité. Le nombre des personnes qui ont écrit à Lassner pour lui demander la permission de le voir est très considérable. Un tout jeune homme de 20 ans n'a pas eu de réponse parce qu'un motif de curiosité seul avait dicté sa lettre. Une grande dame de Paris, dont nous tairons le nom, lui a adressé des vers touchants et pleins d'âme, auxquels il a répondu par un quatrain fort érotique que nous publions dans ce volume. Des vers de Bar-le-Duc lui ont été adressés cette semaine, et à cette occasion il disait « Ce sont des logogriffes, des vers à bonbons que l'on m'envoie en étrenne pour le jour de l'an. Ils ne sont pas trop bons. » Quant aux visiteurs, ils auraient volontiers fait queue pour arriver jusqu'à lui. Mais il était brusque avec les uns, sauvage avec les autres, impoli presque avec tous. 3 dames anglaises, dames à bijoux et à brillants équipages, arrivèrent jusqu'à la conciergerie pour le voir. On lui transmit leur désir. « Elle m'embête, dit-il. On vient ici comme on demanderait une carte à M. Geoffroy Saint-Hilaire pour voir la cabane de l'éléphant. Qu'elles aillent se... » Puis, se retournant, continua-t-il. Il y en a une qui est fort belle, si elle veut venir seule, j'accepte. Toutes les religions ont fait des efforts pour donner une croyance à Lassner. Toutes ont échoué. Monsieur, dit-il un jour à un ecclésiastique, je sais fort bien ce que vous voulez me conter, mais je n'ai pas le temps de vous entendre et je vous prie de me laisser en repos. Il corrige ce paragraphe en me faisant observer que c'est un juré qui l'a condamné qu'il a adressé ces paroles. Quant au vénérable abbé Montès, il a toujours été reçu avec politesse. Mais les sages exhortations du digne prêtre qui a vu tant de misère et consolé tant d'infortune n'ont point trouvé d'écho dans l'âme de Lassner, toujours inébranlable et inaccessible aux plus tendres témoignages d'affection. Conversation avec Allard.
ces gens, disons, de la bourgeoisie, de l'aristocratie, des classes dominantes, ils proposent un modèle de leur propre criminalité éventuelle. Et par conséquent, cela fascine. De même que fascinera à la fin du règne le meurtre de la duchesse de Choiseul-Praslin par son mari. Parce que c'est un crime conjugal de l'aristocratie qui évidemment étonne parce que ça perturbe là aussi, ou ça perturbera puisque c'est une douzaine d'années plus tard, les figures du monstre. C'est un personnage par ailleurs intéressant, Lassner, pour nous, historiens pour d'autres raisons, surtout pour l'accord qu'il y a entre la curiosité sociale, j'évoquais les enquêtes sociales, le désir de vaincre l'opacité sociale, qui est très grande dans cette société, je dirais post-révolutionnaire au sens large, et sa propre vie qui manifeste depuis son enfance une fascination pour l'observation sociale. On lit dans ses mémoires « J'ai voulu mener une vie d'observation et d'indépendance ». Et ça, il le dit, il le répète. Donc, il y a là aussi une communauté avec l'élite. Et dans son expérience, on pourrait parler d'une philanthropie retournée. Il y a beaucoup de philanthropes à l'époque. Le baron de Gérandeau a défini comment devait se comporter le visiteur du pauvre. Lui, en tant qu'assassin du pauvre, si vous voulez, pas tout à fait du pauvre d'ailleurs, mais enfin, d'homme du peuple, il est fasciné par le même désir d'observation parce que, aux yeux du baron de Gérandeau, la philanthropie s'accompagnait d'une observation sociale. Il fallait bien regarder la demeure du pauvre, le logement du pauvre, essayer de déjouer la ruse éventuelle du pauvre, percer les tactiques d'apitoiement du pauvre. Or, donc, entre le philanthrope et Lassner, il y a quelque chose qui ressortit à la même volonté d'observation. Donc je parlais de philanthropie retournée. Bonjour mon ange. Pierre-François. Comment? Ah oui, Pierre-François. Excusez-moi, Garance, j'ai tant de noms que parfois je m'y perds moi-même. Puérile précaution d'ailleurs, leur police est si mal faite. Ce n'est pas comme la mienne. Je sais beaucoup de choses, moi. Par exemple, quand vous êtes revenu, tout de suite je l'ai su. Oui, j'ai su où vous viviez et avec qui, mon ange, vous viviez. On ne peut rien vous cacher. Je sais aussi qu'on l'a mise en cage, mon ange, mon bon ange, et dans la plus belle cage de pain. Oh, d'ailleurs, je ne lui jette pas la pierre, j'ai moi aussi beaucoup vécu en prison ces derniers temps. Et en province encore. Quoi, pas l'ombre d'un sourire? Pourtant, je vous amusais autrefois. Avez-vous perdu votre gaieté? Ou bien êtes-vous désagréablement surprise de me revoir? Non, au contraire même. Cela me fait plaisir. Oui, ça me rappelle... Toute une époque. Oui, des années faciles, des jours heureux, la douceur de vivre. Attention, mon ange, il n'est pas bon de regarder en arrière. On se retourne sur son passé, il vous saute à la figure, comme un chat enragé. Tout de même, j'ai eu la chance d'être heureuse, malgré tout. Autrefois? Ne dites pas de bêtises. Autrefois et maintenant, c'est pareil. Le temps n'a rien à faire avec le bonheur. Vraiment? Et l'homme blanc, votre ami, le funambule, croyez-vous qu'il soit heureux, lui aussi? Quand je pense que j'ai eu l'idée saugrenue de le tuer, le funambule, quelle cocasserie, n'est-ce pas? Autant tirer sur un courant d'air, tirer sur un rayon de lune. Et l'autre, oui, Frédéric. Figurez-vous, moi non, j'y ai pensé aussi. Je suis même allé le voir. J'avais trouvé un amusant prétexte. Peut-on savoir? Mais bien sûr. Je me suis dit, voilà un homme que je ne connais pas, je vais lui demander de l'argent, il va refuser et... Et il vous l'a donné? Oui, et une grosse somme encore. C'est stupéfiant. Vous voyez bien qu'il y a tout de même des gens désintéressés. Des gens. Les acteurs ne sont pas des gens, c'est tout le monde et personne à la fois, les acteurs. Des gens. Les gens du monde, ça c'est des gens. Le comte Édouard de Montreuil, par exemple, un des hommes les plus brillants, les plus riches de France. Vous avez changé, Pierre-François. Moi? Oui, autrefois vous parliez surtout de vous et rarement des autres. Dites-moi plutôt ce que vous êtes devenu. Je suis devenu célèbre. Oui, j'ai réussi quelques méfaits assez retentissants et le nom de Lassner a défrayé plus d'une fois la chronique judiciaire. Lassner, que la police recherche aujourd'hui en province alors qu'il est là, avec son ange gardien, dans sa bonne ville de Paris.
Mais c'est la gloire, Pierre-François. Oui, ça commence. Mais à la réflexion, j'aurais tout de même préféré une éclatante réussite littéraire. Jamais content, Pierre-François. On dit, n'est-ce pas, que le comte de Montreuil s'intéresse beaucoup aux arts et que c'est un très généreux mécène. Ça me ferait plaisir de le voir. Croyez que c'est utile? Rassurez-vous, je ne lui demanderai rien. Mais j'aimerais connaître cet homme qui a posé la main froide de la richesse sur la blanche épaule de mon ange gardien. Rassurez-vous, on m'a acheté sans condition. Je suis libre encore. Peut-être, mais c'est bien ce qui me chagrine. Vous ne pouvez pas savoir, Garance, combien ça m'est pénible de vous avoir retrouvé. Et surtout que vous n'ayez pas changé. J'aurais tellement préféré vous voir abîmée, soumise, déçue, crétinisée par l'argent. Comme ça, j'aurais pu continuer à vivre avec une bonne petite conscience tranquille. Avec la belle idée que j'ai des gens. Mon pauvre Pierre-François. Vous trouvez que je suis un monstre, n'est-ce pas? Peut-être. Mais vous n'êtes pas le seul. Hélas. Comment est-ce qu'on pourrait résumer peut-être le système de Lassner? Le mot système, c'est lui qui l'emploie. C'est lui qui emploie le terme de système. Il dit d'autre part que son esprit a un tour systématique. Il parle de l'élaboration très précoce pendant ses années d'études, quand il commence à voir l'indifférence de ses parents, quand il commence à voir les préférences qu'ils ont vis-à-vis de son frère, quand il est sensible aussi aux différences de traitement des enseignants selon l'origine sociale des élèves qui leur sont confiés. Il commence donc à élaborer ce système. Ce système, en fait, il n'est probablement pas aussi cohérent que ce qu'il veut bien nous en dire. Tocqueville note, avec d'autres observateurs, que Lassner, effectivement, est venu proclamer une espèce de droit au crime. Lassner, dans ses mémoires, explique qu'au contraire, loin de promouvoir un droit quelconque de tuer, il vient demander qu'une société meurtrière ne tue plus. Il vient demander, en somme, une espèce de passage d'une société d'égoïsme où sont les intérêts matériels des plus forts qui sont assouvis au détriment de la part la plus nombreuse et la plus déshéritée de la collectivité, donc que tout cela s'arrête, et il demande que l'on passe à une société où il y ait une espèce de générosité qui s'installe, et où il y ait une main tendue de la part de ceux qui ont tout. On revient toujours à cette image, chez lui c'est fondamental, ceux qui ont tout vis-à-vis de ceux qui n'ont rien. Je crois qu'il caricature, en le mettant en acte au niveau d'une pratique individuelle, ce qu'il estime être le fonctionnement global d'un système qu'il réprouve. Et pour lui, le mode de fonctionnement de la société qui lui est contemporaine, c'est une espèce de meurtre différé de la partie à la fois la plus utile et la plus maltraitée du corps social. Donc, il fait, en quelque sorte, dans son domaine privé, ce qu'il voit organisé dans le domaine étatique, dans le domaine des affaires, dans le domaine économique. J'avais connu Chardon à Poissy en 1829. Nous étions ennemis. Des discussions d'intérêt avaient fait naître cette haine. Je ne l'avais pas revu depuis ma sortie de Poissy. Mais Bâton allait quelquefois chez lui, ainsi qu'un nommé Germain, également libéré de Poissy. Un jour, Germain étant venu chez Bâton, où j'étais en ce moment, nous trouva en train d'écrire. Il en parla à Chardon, qui, connaissant mon savoir-faire, jugea de suite que nous faisions des faux. Il ne se trompait pas. Il dit un jour à Germain qu'il me ferait arrêter quand il me rencontrerait. Je savais qu'il était assez méchant pour cela. Un hypocrite, c'est tout dire. Germain, qui était aussi la noirceur même, qui ne quittait pas le domicile de Chardon tout en le détestant, nous dit en buvant avec Bâton et moi qu'il avait vu beaucoup d'argent chez Chardon, beaucoup de larges pièces d'or à l'effigie de Henri V, et qu'en outre, il attendait d'un jour à l'autre de la reine une somme de 10 000 francs. Il nous proposa à tous deux de le dévaliser au moyen de fausses clés. Il s'offrit à nous donner tous les renseignements et à nous procurer toutes les facilités possibles. Cette proposition ne me séduisit nullement. Je connaissais les deux pèlerins. Je savais que d'une part, Chardon aimait beaucoup à se vanter,
De l'autre, que Germain, qui espérait avoir sa part en indiquant une semblable affaire, s'occupait peu du risque que pouvaient courir ceux qui la tenteraient. Je la rejetais donc. J'avais conçu mieux. J'avais dès lors conçu le projet d'assassiner Chardon, et les indications données par Germain m'en démontrèrent la facilité. Cette affaire était par exemple telle que je la désirais. Qu'était-ce, ce Chardon et sa mère? Je n'eus pas un instant le plus léger scrupule. Avril me proposa le premier de les assassiner. J'acceptai alors facilement, comme on doit le penser. Je n'espérais pas y trouver plus de 300 à 400 francs, mais je m'y serais décidé pour 5 francs. Un jour, nous étions en route pour y aller. Avril se ravisa. « Décidément, me dit-il, je ne puis me décider à faire cette affaire-là avec toi. Je te connais. Une fois que je serai ainsi sous ta dépendance, tu voudras me mener comme un enfant. » Je lui répondis, « Ceux qui ne me trahiront pas les premiers n'auront jamais rien à craindre de moi. » Et c'était vrai. Enfin, ce jour-là, il ne se décida pas. Je ne lui en reparlai plus, mais je comptais sur la fin. 3 ou 4 jours après, un matin, en se réveillant, il me dit « Tiens, si tu veux, aujourd'hui, je suis tout à fait décidé. Allons chez Chardon. »« Allons, répondis-je. » Nous y fûmes, en effet, immédiatement après déjeuner. On sait le reste. Croyez-vous donc que c'était l'appât de l'or que je devais trouver chez Chardon qui m'avait poussé? Oh non! C'était une sanglante justification de ma vie, une sanglante protestation contre cette société d'égoïstes qui m'avait repoussé. Dès lors, plus de crainte. On pouvait me saisir quand on voudrait. Je savais comment j'en terminerais. Je ne risquais plus de m'abandonner au vol. Il ne s'agissait plus que de jouir encore quelques instants ou de triompher tout à fait. Il a essayé effectivement d'assassiner des riches, des joueurs qui sortaient du palais royal, des maisons de jeu, si possible des joueurs qui venaient de gagner, bien entendu, mais cela n'a pas pu se réaliser. Il a été mis en fuite par son agresseur. Il a raté beaucoup d'agressions. Il a raté beaucoup d'agressions. Il a raté plusieurs fois des agressions contre des garçons de recettes bancaires. Alors il avait très bien prévu de les attirer dans des appartements qu'il louait sous un faux nom, sous prétexte de recouvrer une traite qui venait à échéance, et ceci à des heures qui leur imposaient de passer en fin de tournée pour que leur sacoche soit remplie des encaissements qu'ils avaient réalisés avant, mais chaque fois, ça n'a pas marché, soit parce que les indications sur l'adresse étaient mal portées, soit parce que le garçon de recette, trouvant la situation suspecte, s'est pas rendu jusqu'à l'appartement, soit dans la dernière tentative, parce que le garçon de recette s'est tout simplement montré plus fort physiquement que Lassner et son complice, et que c'est donc lui qui les a mis en fuite. Au bout du compte, qui a-t-il véritablement tué? Il n'a assassiné que 2 personnes. Les 2 crimes pour lesquels il a été condamné à mort, c'est l'assassinat d'un ancien codétenu qui s'appelait Chardon, et de la mère de ce dernier qui habitait avec lui dans un de ces passages que la rénovation de Paris a fait disparaître, qui était le passage du Cheval Rouge, qui donnait sur le boulevard Saint-Martin. Il les a assassinés avec son complice Avril, qui a été condamné et exécuté donc pour les 2 mêmes crimes. Et cela pour des raisons qui sont multiples sûrement, qui sont obscures peut-être pour un certain nombre d'entre elles. Il semble qu'il y ait eu, d'une part, l'idée qu'il y avait chez les Chardon beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'objets de valeur que ce qu'il pouvait y en avoir. Tout de même, l'argent. Tout de même, en effet. Lassner ne supportait pas de ne pas avoir d'argent, il le dit. Oui, on rejoint un peu ce qu'il disait à Arago, qu'on fait quand même une chose comme un crime quand il y a au moins matériellement un certain résultat. Mais je crois que ça, c'était pas premier dans l'assassinat de ces personnes-là. Je pense qu'il y avait une vindicte contractée en prison contre Chardon.
C'était un ennemi personnel. Certainement, pour des raisons que Lassner ne fait pas connaître dans ses mémoires, mais qui tiennent au fait que Chardon était un indicateur de police, un délateur, et que Lassner affirme plusieurs fois l'horreur qu'il avait de tel personnage. Et puis d'autre part, de la part de son complice Avril, il y avait certainement aussi des ressentiments contre Chardon, des ressentiments qui étaient liés au temps de leur incarcération mutuelle, et il est très vraisemblable que le jeune homme avait subi des violences physiques, des brimades sexuelles peut-être, de la part de celui que plus tard il allait assassiner. Pourquoi avoir assassiné la mère? Parce qu'elle était là? Très vraisemblablement, si absurde que ça paraisse, effectivement, parce qu'elle était là. Vous ne trouvez pas que c'est minable? On a beaucoup dit d'ailleurs que le crime n'était pas à la hauteur du personnage. Le crime n'est pas à la hauteur du personnage, évidemment. Et toutes les affaires sur le plan criminel qui ont été entreprises par Lassner, d'ailleurs, ont tourné mal ou tourné court, ou se sont pas révélées à la hauteur de la légende qui après a été la sienne. Est-ce qu'au fond, c'est pas justement la marque que la voie du crime était pour lui un dévoiement? Lassner ne veut pas être considéré comme un vulgaire assassin, écrit-il. Et l'acte qu'il commet, ce double meurtre du passage du Cheval Rouge, est un acte sans envergure. C'est donc le discours. C'est pas un acte sans envergure, c'est pire qu'un acte sans envergure. C'est un acte horrible. Mais c'est précisément par cette horreur qu'au moment de son procès, il compte frapper ses contemporains. Il est parfaitement conscient et de l'horreur de l'acte lui-même, et de l'impact que cette horreur exerce sur le public des assises. Et il dit dans ses mémoires, en s'adressant à ses juges, « Lorsque j'ai déroulé devant vos yeux le hideux spectacle du crime du passage du Cheval Rouge, vous êtes dit la société sera vengée. Et moi je réponds, la société sera frappée au cœur. » Donc c'est par l'horreur même, horreur qui est peut-être accrue par le caractère quasiment gratuit de l'acte, sur le plan de son rapport, qu'il pense que son affaire va être marquante, va être le tremplin à la fois pour ce suicide auquel il pense depuis ses jeunes années d'adolescence au séminaire d'Alix, et puis pour l'expression de cette classe de déshérités dont il se veut le porte-parole. Faudrait-il donc conclure de ce que j'ai dit que je viens justifier le meurtre? Nullement. Je viens seulement démontrer la cruauté et l'inconséquence des hommes qui proscrivent une chose sous un point de vue et l'adoptent sous un autre. Je viens, au contraire, proscrire de dessus la terre le meurtre et la souffrance provenant du fait de la créature. Le meurtre. Loin que le matérialisme le justifie, il en fait l'injustice la plus révoltante. Hors le cas de la plus absolue nécessité, hors le cas de la conservation, premier principe, première condition de la nature. C'est cette idée de conservation qui justifie le tigre qui vous tue pour se nourrir de votre chair et qui vous justifie à votre tour lorsque vous le détruisez pour l'empêcher de vous nuire. Hors ce cas, le meurtre ne peut se justifier, sans cela la peine de mort serait la plus belle excuse de l'assassin. Mais vous en voulez au meurtrier, et chaque jour vous foulez aux pieds, vous broyez sous vos dents sans remords le cadavre de vos victimes. Chaque jour vous marchez sur des douleurs saignantes, sans daigner vous retourner. Non, je ne viens pas prêcher le meurtre, mais je viens protester contre l'ordre atroce que vous avez établi pour vous dans la nature. Et cette protestation, je l'ai écrite avec le sang des autres, parce que je savais que je devais la signer et la sceller avec le mien. Je viens prêcher aux riches la religion de la crainte, puisque la religion de l'amour n'a aucun pouvoir sur son cœur. Qui admirait Lassner? Stendhal, Victor Hugo? Et pourquoi peut-être? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas fléchi, quoi que la presse ait pu en dire, devant la guillotine? Alors, il n'y a peut-être pas une admiration à proprement parler de la part de Stendhal. Il y a un intérêt très vif. Stendhal, évidemment, de par son attention pour les faits divers, on sait toute la part qu'elle a eue dans la genèse du Rouge et le Noir. Stendhal est porté à
a gardé l'œil sur l'affaire Lassner. D'ailleurs, il s'inquiète de savoir si ses mémoires n'ont pas péri dans un incendie d'un imprimeur, comme on en répand à un moment le bruit. Il s'intéresse aux échos qui lui parviennent en Italie du procès. Et plus tard, dans La Miel, l'amant de La Miel, Valbert, va être un personnage calqué sur celui de Lassner. Qui d'autre à part Stendhal? Alors, il y a un grand silence, par contre, de tout ce qui est le romantisme et qui aurait dû reconnaître Pierre-François comme l'un des siens. Il y a un silence d'abord justement des jeunes France, ces jeunes gens qui ont à peine 2-3 ans de moins que Lassner, qui sont les compagnons de Pétrus Borel, de Gérard de Nerval lors des grandes batailles romantiques, et qui ont presque tous promu dans leurs œuvres le type du criminel par révolte contre l'ordre social. Or, au moment de l'affaire Lassner, ils se taisent tous, et peut-être se taisent-ils parce qu'ils voient la réalisation dans les faits d'une conception qui était pour eux une pure conception littéraire, imaginaire. Alors, est-ce qu'ils sont dépassés par la réalisation de leur conception et ils se taisent, faute de pouvoir ajouter quoi que ce soit? Est-ce qu'ils sont atterrés parce qu'ils sentent une certaine responsabilité dans le fait d'avoir produit la situation qui a permis la réalisation des actes qu'ils avaient imaginés par Lassner? Ça, je ne sais pas. Mais il y a un silence très frappant de tout ce courant frénétique, souterrain du romantisme, dont Lassner, qu'on le veuille ou non, fait tout de même partie. Et là, il n'est absolument pas reconnu, mais il n'est pas rejeté non plus. Simplement, il y a un silence de tous ces gens-là. Quant à Hugo, il aurait dû y avoir de la part de Hugo, ne serait-ce qu'à cause de Claude Gueux, à cause de tout ce qu'il avait écrit sur la misère comme génératrice du crime, il aurait dû y avoir une prise de position de Hugo. Il est même impensable que là aussi il y ait une espèce de blanc dans l'œuvre hugolienne. À l'époque du procès de Lassner et de son exécution, il n'y a pratiquement rien qui est trait à Lassner. Et puis peu à peu, au fil des années, on voit qu'en fait il a été profondément marqué par cette affaire, parce que le personnage de Lassner, ou des éléments littéraires qui viennent d'œuvres de Lassner, de certaines chansons, de certains passages des mémoires, mais ils viennent s'inscrire peu à peu dans les textes hugoliens, mais toujours d'une manière hostile. Toutes les réminiscences de Lassner qui sont explicites chez Hugo sont hostiles. Alors par la suite, il y a des citations explicites, par exemple dans la correspondance de Flaubert. Je crois que c'était à son ami le Poitevin qu'il écrivait qu'il aurait fallu quelques hommes comme ce Lassner pour dynamiter un peu mieux les vieilles bases de l'édifice, etc. On retrouve d'ailleurs la rhétorique de Lassner lui-même là dans cette lettre. Il y a des réminiscences probablement implicites que j'ai essayé de mettre en évidence dans ma présentation des mémoires dans l'œuvre de Lautréamont, dans les chants de Maldoror, dans le 4e chant en particulier. Donc dans ce projet subversif qui est sûrement commun à Lassner, à Lautréamont, il y a une différence de possibilité dans le mode d'expression. Il y a le fait que Lautréamont a d'emblée ciblé l'expression écrite, la subversion des formes poétiques dans le dernier chant de la forme romanesque. Il reprend d'ailleurs les grandes lézardes qui avaient été infligées au style poétique et romanesque par Borel, par Baudelaire, par ses prédécesseurs. Et chez Lassner, il n'y a pas eu la possibilité de manifester sa volonté de subversion dans le champ de l'écriture, tout au moins au départ. Cette possibilité n'a été donnée qu'après, elle n'a été donnée qu'après le passage à l'acte, qu'après la condamnation. En somme, la possibilité de se réaliser dans l'écriture me semble lui avoir été conférée par l'espèce de temps hors temps qui est celui entre son suicide devant les assises. Il s'accuse, il donne des preuves, il fait tout pour être condamné. Le 15 novembre 1835. Le 15 novembre 1835, oui. Et après, pendant le temps qui sépare cette mort judiciaire de son exécution, cette espèce de temps hors temps, le 9 janvier 1836, il a été exécuté à Paris. Et donc dans cette espèce de temps hors temps, de temps suspendu, là, il se réalise certainement en tant qu'écrivain. Tout de même, ce que vous êtes en train de dire,
Vous êtes en train de dire que si Lassner avait été écrivain, il n'aurait pas été criminel. Non ? C'est une éventualité qui est loin d'être négligeable. Mais s'il avait été écrivain, dans le sens qu'on donne habituellement à ce mot, certainement pas. S'il avait été celui qui, à un moment donné de l'histoire de notre langue, fait passer d'emblée, dans les structures même du langage, la violence de sa revendication individuelle, il n'aurait certainement pas eu la nécessité de passer à l'acte criminel, à mon avis. Mais cela, il ne l'avait pas. Que de douceur, de jouissance, la poésie a apporté dans mon existence. C'est à elle que je dois mes plus beaux moments. Elle m'a consolé dans bien des tribulations. J'étais né poète, enfin. Il n'y a qu'un poète qui puisse comprendre ces jouissances-là. Oui, fussé-je dans une île déserte comme Robinson, je ferais des vers. Je ferais des vers pour moi seul, pour le plaisir d'en faire, pour les réciter aux arbres ou aux chèvres sauvages. J'ignore si tous les poètes sont comme moi. Mais si je compose des vers avec facilité, je les oublie d'eux-mêmes. Aussi, je ne peux livrer au public que ceux qui ont été conservés par d'autres que par moi, en vertu d'un dépôt. Sans cette précaution, je ne serais pas plus avancé pour ces dernières poésies que pour les autres. Il ne m'en resterait pas un mot dans la tête. Sans exagération, j'estime qu'en toute ma vie, je peux avoir composé près de 30 000 vers. Allez les chercher aujourd'hui. Ce qu'il y a encore de particulier, c'est que, sauf de petits poèmes burlesques, je n'ai jamais essayé de composer quelque ouvrage de longue haleine. Odes, satires, chansons, telles ont toujours été mes compositions favorites. Si j'aime la poésie, en revanche, rien n'est aussi assommant pour moi que d'écrire en prose. C'est dommage, lecteur, qu'il soit si difficile au langage des muses de se dépouiller de l'hyperbole. Sans cela, tu aurais eu le plaisir de lire mes mémoires en vers, et cela m'eût beaucoup moins coûté que cette mauvaise prose. Et qu'on ne soit pas étonné d'avoir pu trouver un poète assassin. Je ne suis certes pas le seul. Dernièrement encore, un jeune nourrisson des muses de Bar-le-Duc m'a gratifié d'une pièce de vers qui était bien faite pour assassiner un homme. J'ai déjà trop fait de mal à la société pour me permettre de la mettre sous les yeux du public. Vous avez aimé lire les mémoires de Lassner ? Bien sûr, parce que toute cette écriture de soi de l'époque est passionnante. Et comme tout le monde, si vous voulez, l'idée que Lassner continue d'écrire alors qu'il se sait condamné à mort et que c'est en quelque sorte la guillotine qui arrête sa plume rend le texte beaucoup plus émouvant et donc de ce point de vue fascinant. Et d'autre part, il est vrai que comparé aux mémoires de Pierre Rivière, l'écriture en est très différente. Ça permet, dans la perspective de l'histoire culturelle aussi, de reconstituer les procédures selon lesquelles un individu a pu se construire sa vision du monde. Là aussi, c'est aussi un texte d'histoire culturelle intéressant, indépendamment du crime lui-même. Enfin, pour qui s'intéresse à l'histoire politique, le texte de Lassner et l'affaire Lassner dans l'ensemble est intéressante. Vous savez que les légitimistes ont beaucoup souligné la parenté entre Lassner et le roi monstrueux, et par conséquent, ce qu'il disait de Lassner était une façon de parler du roi. Vous savez d'autre part que le pouvoir a utilisé, et ça Rémy Le Morvan l'a bien montré, l'affaire Lassner pour faire oublier un autre procès qui est contemporain, qui est le procès Fieschi, c'est-à-dire l'auteur de La Machine infernale et de ce terrible attentat de 1835, de juillet 1835. Et vous savez aussi que le garde des Sceaux, qui avait besoin que Lassner apparaisse monstrueux, a truqué le récit de son comportement lors de l'exécution capitale. Il a fait croire que Lassner
était lâche devant la mort. Voilà, oui. Et d'ailleurs, entre l'attentat de Fieschi, des journées qui s'est déroulé durant les journées de juillet, et l'affaire Lassner, il y a aussi quelque chose qui peut-être les rapproche, c'est le rôle du sang. Il paraît assez évident aujourd'hui que la monarchie de juillet s'est trouvée en quelque sorte sacralisée par le sang des victimes de l'attentat de Fieschi. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle a pu trouver, disons, sa vitesse de croisière, asseoir son ordre, parce que le sang des victimes avait sacralisé un roi qui n'avait jamais été sacré. Et par conséquent, vous voyez, ce sang qui coule sur le roi en 1835 est le sang que fait couler Lassner et qui va permettre d'occulter malgré tout le procès lui-même, le procès Fieschi. Il y a une certaine relation. En 2 mots, vous pourriez nous résumer l'attentat Fieschi pour ceux qui auraient oublié cette... C'est une machine infernale qui avait été déposée donc par Fieschi pour atteindre le roi qui assistait aux fêtes de juillet. Les fêtes de juillet célébraient la Révolution de juillet, les Trois Glorieuses, qui avaient d'ailleurs donné leur nom au régime. Et chaque année, la fête nationale, une des 2 fêtes nationales, la seconde étant le 1er mai, celle du roi, consistait à honorer les victimes de juillet en des cérémonies funèbres et à les héroïser et ensuite à se réjouir, des réjouissances publiques. Donc Fieschi avait posté une machine infernale sur le parcours. Elle a tué énormément de monde, le nombre de victimes était très grand. Elle a tué un maréchal d'Empire, duc de Trévise, elle a tué bien donc d'autres personnes anonymes. Le roi n'a rien eu. Donc le thème la Providence couvre le roi de son doigt est très important parce que ça permet de déjouer l'argument des légitimistes selon lequel le roi est monstrueux, puisque la Providence protège le roi, il n'est pas monstrueux mais légitime. Et le roi, voyant l'utilisation qu'il pouvait faire de la chose, le gouvernement, a d'ailleurs donné son interprétation à lire dans tous les lieux publics dès le soir, et a accolé, si vous voulez, les victimes de cet attentat de Fieschi aux héros de juillet. C'est-à-dire que les années suivantes, lorsqu'on célébrera la fête nationale de juillet, on célébrera à la fois les victimes de juillet 1830, le peuple héroïque de juillet 1830 qui a fondé la monarchie, et les victimes de Fieschi, dont le sang a éclaboussé et sacralisé le roi, comme je le disais. Comment expliquez-vous l'audience que Lassner a eue? La presse s'est emparée de Lassner. Alors cette audience, là je crois qu'elle a été explicitée déjà plusieurs fois par des historiens qui ont étudié la question. D'abord, c'est qu'un procès criminel vient à point à ce moment-là. Il faut un procès criminel, parce qu'il y a eu l'attentat contre le roi, du régicide Fieschi, et on va faire le procès devant la chambre des pairs de Fieschi et de ses 2 complices, peu de temps après le procès Lassner. Et on prépare ce procès devant la chambre des pairs, mais on n'a pas encore liquidé les séquelles d'une autre agitation républicaine, qui étaient les émeutes de Paris et de Lyon en 1834, et qui a donné lieu à un procès interminable qui a dû durer, si je me souviens bien, à peu près 2 ans, et qui est le procès de ce qu'on a appelé les accusés d'avril. Donc ce sont les accusés d'avril 34 et d'être les responsables républicains qui avaient fomenté les dites émeutes. Ce procès, il y a tout un tas de notables du parti républicain de l'époque, et qui vont de démocrates de conviction relativement modérés jusqu'à des gens qui avaient formé des sociétés d'action plus virulentes, plus musclées. Donc il y a toutes les nuances des républicains plus ou moins parmi ces accusés d'avril. Et c'est quand même une affaire qu'évidemment l'opposition essaye toujours de ranimer, mais le public s'en désintéresse parce qu'elle est interminable. C'est pour que le public s'en désintéresse qu'on la rend interminable, bien entendu. Il va y avoir ce procès contre les gens qui s'en sont pris physiquement directement au roi.
Et entre les deux, il faudrait détourner l'attention du public et si possible la détourner de la politique vers quelque chose qui serve encore la politique. C'est-à-dire dans une société où on fomente des révoltes contre le régime, où on voit des canuts qui descendent dans les rues, où on voit des typographes et des étudiants parisiens qui font des barricades, et bien dans cette société, en plus, un jour, il arrive des sortes de monstres qui revendiquent le droit au crime, qui vont au théâtre après avoir assassiné, et tout ça, c'est la faute, bien entendu, de l'opposition, de la démoralisation, de la diffusion des mauvais livres, de l'abandon des bons principes, et de tout ce que tous les régimes disent toujours, de quelque bord qu'ils soient, dans des circonstances semblables. Démoralisation, c'est la perte de la morale. Ah oui, c'est la perte de la morale. On a perdu les valeurs morales. Ça s'exprime parce qu'on ne respecte plus les institutions. Et on ne respecte même plus les biens ni les personnes. Et maintenant, le crime se met à parler haut et fort, à revendiquer son droit à s'exercer librement, à satisfaire ses appétits. Donc c'est un discours admirable pour n'importe quel pouvoir en place. Vous voulez dire que le pouvoir politique a utilisé l'affaire Lassner? Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est pour cela qu'on a donné à ce procès, par une campagne de presse bien menée, par des entretiens que Lassner a eus dans sa prison avec des journalistes qui sont venus le voir peu avant le procès. On lui a permis de les recevoir. Oui, on a organisé la rencontre, tout simplement. Lui, il n'a jamais demandé sans doute à recevoir quelque journaliste que ce soit. Un beau jour, il est arrivé des journalistes qui sont venus l'interviewer et qui ont donné des échos de cette interview dans tous les journaux importants de Paris. Après, on a commencé de publier ses chansons. On a fait coïncider le procès du chansonnier républicain Altaroche, qui était un auteur extrêmement médiocre, totalement oublié aujourd'hui. On l'a fait coïncider, ce procès d'Altaroche pour une chanson contre Louis-Philippe, avec le procès Lassner à une semaine près. Parce qu'Altaroche, dans son recueil des Républicaines, avait démarqué une chanson que Lassner avait écrite, qui était parvenue entre ses mains. Lassner s'est offusqué de se voir plagié par Altaroche et a fait une chanson réclamant la paternité de la première. Et la Gazette des Tribunaux et la presse parisienne ont donné à cette espèce de querelle de paternité littéraire un écho formidable. Et pourquoi? Pour préparer le procès Lassner, qui venait une semaine après. Pendant le procès, il occupe la une de tous les journaux. Il y a des correspondances en province qui arrivent avec une rapidité remarquable. Et puis, après le procès, on en parle pendant un certain temps, beaucoup moins. Pendant une quinzaine de jours au moins, il y a une sorte d'accalmie complète. Fin novembre. Fin novembre. Et puis en décembre, il y a reprise de diffusion de textes apocryphes ou non, et signé Lassner dans la presse. Donc des textes, il y a reprise de textes qui sont des chansons de Lassner, qui sont un poème qu'on lui attribue qui n'est pas de lui. Lui dément par une lettre au journal qui insérait cette chanson. Donc il y a reprise de toute une exploitation médiatique, si on peut dire, pour l'époque, au début décembre. Probablement parce qu'on n'a pas encore pu obtenir les effets voulus. Salut à toi, ma belle fiancée, qui dans tes bras va m'enlacer bientôt. À toi, ma dernière pensée, je fus à toi dès le berceau. Salut, ô guillotine, expiation sublime, dernier article de la loi, qui soustrait l'homme à l'homme et le rend pur de crime dans le sein du néant, mon espoir et ma foi. Je vais mourir. Le jour est-il plus sombre? Dans les cieux l'éclair a-t-il lui? Sur moi vois-je s'étendre une ombre qui présage une horrible nuit? Non, rien n'a troublé la nature. Tout est riant autour de moi. Mon âme est calme et sans murmure. Mon cœur sans crainte et sans effroi, comme une vierge chaste et pure. Sur des songes d'amour je m'appuie et m'endors. Me direz-vous ce que c'est qu'un remords? Il a cherché la mort, mais bon, c'est quelque chose qui a été maquillé sur la fin. Faut pas oublier ça. On pouvait pas le dire, ça. Dans un premier temps, lors du procès, les gens découvraient Lassner. Mais après, il y a eu un retour de bâton. Le discours politique s'est renversé. On ne pouvait pas laisser croire aux masses que la mort sur l'échafaud, la mort par la guillotine, par le couteau national,
était une chose sublime. C'était pas possible. Sinon, il n'y aurait plus de possibilité de sanctions, de la justice du roi, la justice du peuple, la justice nationale. S'il n'y avait plus ce couperet national, si celui-là ne pouvait plus faire peur, alors où allait-on? Ce qui veut dire que Lassner a été récupéré. Ah oui, mais ça, il a été récupéré tout de suite après son procès. Ça a été la récupération totale. Au départ, c'était un personnage tout à fait élégant, en moins dans les récits. Mais il est resté élégant du début jusqu'à la fin. Simplement, au départ, à la fin, on a déguisé son portrait. On a essayé de faire en sorte qu'il soit, comment dire, moralement vil. C'est-à-dire que, puisque physiquement, il était l'image de la bourgeoisie, on s'est intéressé à son portrait moral. Par exemple, son nez, qui au départ n'avait choqué personne, est devenu un bec d'épervier. Donc, assimilation à l'animal, etc. Donc, tout faire pour que Lassner ne soit pas un homme, mais qu'il devienne un monstre, un personnage complètement en dehors de l'humanité. Vertu, tu n'es qu'un mot, car partout sur la terre, ainsi que Dieu, je t'ai cherché en vain. Dieu, vertu, paraissez, montrez-moi la lumière. Mon cœur va devant vous s'humilier soudain. Dieu, mais c'est en son nom qu'on maudit, qu'on torture, celui qui l'a conçu plus sublime et plus grand. La vertu. N'est-ce pas une longue imposture qui dérobe le riche au fer de l'indigent? On n'en demande pas à l'opulence altière, on en dispense le pouvoir. Le pauvre seul est tenu d'en avoir. Pauvre, à toi la vertu. Pauvre, à toi la misère. À nous le vice et la vie à plein verre. Vous, mourrez sans vous plaindre. Est-ce pas votre sort? Mourrez sans nous troubler ou vous êtes infâmes. J'ai saisi mon poignard et j'ai dit, moi, de l'or. De l'or avec du sang. De l'or et puis des femmes qu'on achète et qu'on paye avec cet or sanglant. Des femmes et du vin. Un instant je veux vivre. Du sang, du vin, l'ivresse. Attendez un instant. Et puis à votre loi tout entier je me livre. Que voulez-vous de moi? Vous parlez d'échafaud? Me voici. J'ai vécu. J'attendais le bourreau. La sensibilité collective commence de ne plus supporter le spectacle de la douleur et de l'exécution capitale. En 1832, pour cette raison, on a transféré la guillotine de la place de Grève à la barrière Saint-Jacques, on a supprimé la marque au fer rouge. L'année suivante, en 1836, sera supprimée la chaîne des bagnards. Il y a dans le corps social une volonté de ne plus regarder ou donner la souffrance et la mort en pâture, en spectacle. Or, on a imaginé l'hypothèse, elle était très largement défendue, d'une volonté de Lassner de se suicider par la guillotine, de commettre des crimes pour finalement être guillotiné. Donc, vous voyez, il y a là aussi un accord entre l'affaire Lassner et la sensibilité collective du temps, d'autant que la peine de mort est objet d'un grand débat depuis une quinzaine d'années, même plus, et que c'est un des grands débats de société de ce temps, illustré bien entendu par le livre de Victor Hugo, Les derniers jours d'un condamné. Rémi Le Morvan, dans sa maîtrise, qu'il a faite donc sous votre direction, Alain Corbin, parle d'autres enjeux du temps qui sont en quelque sorte mis en perspective par l'affaire Lassner, en particulier le débat sur l'instruction. Oui, le débat sur l'instruction est évident, puisqu'on était absolument persuadé dans certains milieux que l'instruction allait évidemment abolir le crime. Et Lassner... C'est l'illustration du contraire. Eh oui, et l'illustration du contre-exemple. Mais là, il faut encore une fois être très, très attentif. Je ne dirais pas que c'est l'illustration totale du contre-exemple, parce que comme je le disais, finalement, il est un assez mauvais assassin.
Et on peut se demander si sa médiocrité assassine n'est pas malgré tout en rapport avec son degré de culture. Donc, bon, c'est un débat ouvert et infini. En fait, il a complètement raté Lassner, puisque vous dites qu'il a été récupéré par le pouvoir, il a été manipulé, dirions-nous aujourd'hui. On en a fait un événement dans la presse de l'époque, on en a fait un monstre. Vous disiez tout à l'heure que dans le fond c'était presque, ou Rémy Le Morvan disait que c'était presque un criminel rassurant, alors qu'il se voulait subversif. Oui, alors de ce point de vue, effectivement, il a échoué. Mais il n'a pas totalement échoué si l'on pense donc toutes ces relations mondaines, à ses écrits de prison. Et surtout, c'était un homme assoiffé de reconnaissance. Il a quand même trouvé, tout compte fait, l'occasion de se faire connaître, et il a joui d'une belle descendance. Pensez au film Les Enfants du Paradis, dans lequel Pierre François est un des personnages principaux. Non, je trouve que tout compte fait, il n'a pas si mal réussi que ça dans sa perspective. Quant au fait qu'on l'ait manipulé, vous savez, le texte officiel, si vous voulez, concernant son exécution, a été contredit par la suite par des témoins, ne serait-ce que par le célèbre policier Canler, qui lui accorde quelques pages dans ses célèbres mémoires. Et qui dit donc que Lassner est mort sans trembler. Bien sûr. Ça, c'est une affaire fascinante, enfin, c'est un geste fascinant. Il s'est prêté de bonne grâce à l'examen phrénologique. Il est très critique. C'est-à-dire qu'il s'est laissé mettre un plâtre sur le visage avec un tuyau pour pouvoir respirer, pour qu'on étudie les bosses de son crâne avant même sa mort. D'ailleurs, c'est une vision d'horreur, ça, parce que avoir du plâtre sur le visage alors qu'on est encore vivant et qu'on va être guillotiné, c'est préfigurer le tronc décapité, puisque l'observateur ne voit plus qu'un tronc. Ça, nous entrons là dans l'histoire de l'horreur, ce qui est autre chose. Extrait des registres d'écrou de la prison de Bicêtre. Écrou du 18 novembre 1835. Lassner, Pierre, François. Célibataire. Fils de feu Jean-Baptiste et de feu Marguerite. Né à Lyon. Demeurant 10 rue des Beaux-Arts. Commis voyageur. Signalement. 34 ans. 1,66 m. Cheveux et sourcils bruns, front haut, yeux bruns, nez long, bouche moyenne, visage ovale, teint clair, une cicatrice en haut du front, une autre petite au-dessus du sourcil droit. Transféré à la conciergerie le 20 novembre 1835. L'écrou ci-contre a été radié aujourd'hui. Lassner ayant été exécuté le 9 janvier dernier. Une vie, une œuvre, Pierre-François Lassner, une émission proposée par Marion Thibat, réalisation Josette Collin, avec la participation de Jacques Simonelli, Alain Corbin et Rémy Le Morvan. Texte, extrait des Mémoires de Lassner, publié chez Corti, dit par Alain Rimou. Prise de son et mixage, Simone Ronget, Jean-Claude Gauthier, Jean-Richard Dufour.